travaille avec la NBA, la NFL, on parlait avec des numéros 2 de franchise de Dallas Mavericks, avec les Spurs, les Warriors, incroyable. À quel point n'importe quel athlète est vraiment autonome, à quel point n'importe quel athlète possède ses données ou ses images, etc. Et le constat était juste alarmant, il ne possède rien. Les US, c'est un peu particulier parce que c'est une zone géographique où le sport est pratiqué d'une manière différente que dans le reste du monde. Là-bas, c'est vraiment du divertissement. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Capsule. Aujourd'hui, je reçois 2 des 3 cofondateurs de Joulacom. Donc j'ai Antoine et Abderrahmane avec moi et Foued qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Joulacom, c'est une start-up qui est là pour réinventer l'expérience des fans de sport. Ce que je vous propose, c'est tout simplement, Antoine, Abderrahmane, de vous présenter et ensuite on pourra dérouler le podcast. Donc tout simplement déjà, merci de venir avec moi sur le plateau du podcast. Ça marche. Écoute, bonjour, Ziriab, enchanté, merci de nous recevoir. Je suis Antoine Léraud, je suis fondateur de Joulacom et je suis au poste du coup de CEO. Abderrahmane. Oui, donc enchanté Ziriab. Chez Joulacom, je suis cofondateur avec Antoine et moi j'occupe le poste de CTO. Et donc il y a un autre cofondateur qui n'a pas pu être là aujourd'hui, qui est Foued. Quel est son rôle ? Foued Touzi, ouais, effectivement, c'est le COO en fait, de Joulacom. C'est celui qui s'occupe vraiment de la gestion du produit et tout ce qui va être la monétisation en termes de data, etc., qu'on peut générer derrière. Ok, trop bien. Est-ce que, du coup, peut-être vous pouvez me raconter un peu comment vous vous êtes rencontrés un peu tous les trois ? Quel était peut-être votre parcours rapidement avant d'en arriver à vous rencontrer et à créer Joulacom ? En fait, le point commun entre nous deux, c'est la troisième personne qui n'est pas là, Ouais. Foued. Moi, Foued, je travaille avec lui à la Défense en 2016. Okay. On a travaillé ensemble dans le financement de l'innovation. Et pendant une paire d'années, on a très vite cliqué parce que c'est une personne qui vient de Marseille. Moi, j'étudie à Marseille. On est tous fans de foot, etc. On a joué ensemble. Et il avait une grande appétence pour la tech. Et moi, la même chose, mais toujours à pouvoir parler vraiment de sport, d'entraînement, un peu plus d'innovation autour de ça. De fil en aiguille, en fait, j'ai toujours eu l'idée d'avoir une entreprise. On ne savait pas forcément quoi. Et ça, c'est vraiment mon rôle avec Foued. Et du coup, j'ai rencontré Abdou, via Foued. Toi, tu le connaissais depuis... Moi, je le connaissais depuis un peu plus longtemps. En fait, notre lien, c'est entre Antoine et moi, c'est vraiment Foued. Okay. Mais en fait, au-delà de ça, notre lien, c'est le foot. Parce que la première fois qu'on s'est rencontrés tous les trois, on s'est rencontrés sur un terrain de five. Okay. Et en fait, on en a fait plusieurs ensemble et au fur et à mesure, on s'est connus. Moi, Foued, je viens de Marseille aussi. J'ai fait une formation d'ingénieur, généraliste, ingénieur informatique, okay. sur Marseille. Et puis, à un moment, j'ai eu l'opportunité d'aller au Canada pour faire un double diplôme là-bas. Un master, et c'est là-bas que j'ai rencontré Foued. Il faut savoir que même Foued vient de Marseille également, et on s'était jamais rencontrés auparavant en fait. Donc il a fallu qu'on aille à l'autre bout du monde. Pourtant Marseille c'est petit. Hein, et Marseille c'est petit, ouais. Et en plus on allait au même Quick. Ah oui, c'est manger vrai. Et tout. On connaissait tous les mêmes endroits. Quick du Merlan, c'est ça ? Exactement, c'est exactement ça, c'est celui du Merlan, ouais. Et voilà, il a fallu aller au Canada pour se connaître. On a passé une année ensemble en coloc, etc. Puis on est revenu sur Paris. Pareil, okay. Rebelote. Et puis, lui a pris la direction du financement de l'innovation. Moi, je suis plutôt parti en cybersécurité où j'ai travaillé dans une boîte de conseil à la Défense. Okay. Et puis, voilà, ensuite, on a fait le lien avec Antoine et... Ouais, parce qu'en fait, moi, je suis parti du coup avec Foued, on travaillait plus dans cette entreprise, donc là, on s'était rencontrés. Okay. Et c'est drôle, donc j'ai commencé à recontacter Abdou, et puis il m'a fait un draft en fait sur la partie tech pour dire il faudrait que tu fasses ça, ça va prendre un peu de temps, etc. Je fais ok, ça marche. Et on a un truc de ouf en tête, il faut qu'on monte une boîte quoi. Let's go, faut y aller. J'en parlais avec Foued, je fais mais t'as pas des gens en tech et tout? Il fait bah si, mais parle avec Abdou et tout. Je fais ouais, ça marche. Et c'est drôle, donc j'ai commencé à recontacter Abdou, et puis il m'a fait un draft en fait sur la partie tech pour dire il faudrait que tu fasses ça, ça va prendre un peu de temps, etc. Je fais ok, ça marche. Et donc à Foued, je disais ok, comment on peut nous travailler ensemble. C'était les premiers contours quoi. Et en fait on a mis un peu de temps à se lancer parce que sortie de Covid c'était une période particulière. Même moi j'avais jamais monté de boîte. Les prémices du contour d'une boîte en termes de business, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas forcément appris. Moi je suis dans une fac de sport. Je suis ingénieur en biomécanique et j'ai pas le volet très commerce quoi. Donc comment on fait pour monter une structure? Et un des moments qui était un peu marrant et clé, c'était au mariage de Foued. En fait, on était à la même table et c'était vraiment ce côté un peu clic où dire vas-y, en fait, ultra bon fit, on se connaissait avant et en fait, on s'est dit ouais, c'est parti quoi. Donc, et comme par hasard, Abdou est revenu sur Paris
pour son histoire personnelle. Donc okay. voilà, toutes les planètes étaient alignées. Tu vois, donc, Ouais, parce que franchement, il y a eu un petit délai avant de vraiment lancer le projet. Ouais. Antoine, il m'en parlait quand même assez Bien souvent. Moi, j'étais à l'étranger pendant un moment. J'ai été au Japon pendant 1 an, où en fait, j'ai lancé mon activité entrepreneuriale, au final. Okay. Je voulais me lancer dans l'aventure, créer ma propre boîte, avoir mes clients, fonder quelque chose qui m'appartenait. Bien sûr. Et puis, du coup, ça m'a aussi donné les clés. Ensuite, quand Antoine est venu me voir pour me demander justement comment est-ce qu'il pouvait aborder la partie tech du projet, etc., ben, moi, j'avais les clés déjà pour pouvoir lui dire, bon, ben, il vaut mieux diriger le projet de cette manière. Les technologies qui seraient le mieux au projet seraient celles-ci, etc. Ouais. Et donc, voilà, ensuite, le fit, franchement, il s'est fait naturellement. Et puis, aujourd'hui, on en est là où on en est. Ça fait déjà 3 ans, quoi. Ok. Non officiellement 3 ans, mais de la boîte à 2 ans officiellement, ouais. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est cool. Bon, déjà, c'est vrai qu'il y a toujours ce point où je remarque qu'il y a toujours un temps entre l'idée et le moment où on se dit, ok, vas-y, on se décide, on va y aller. Des fois, c'est des déclencheurs... comme tu dis, des fois, c'est vous retrouver au bout d'une table, vous dites, ok, c'est maintenant, il faut lancer le truc. Je trouve que des fois, il faut avoir, je sais pas, un peu l'espace. Faut qu'il y ait un déclencheur, en fait, entre l'idée et le moment où on se dit, ok, let's go, on va y aller. Ouais, et puis en fait, par la suite, on a commencé à formaliser un peu une paire de réunions une fois par semaine, toutes les 2 semaines. Et l'autre élément qui était un peu déclencheur, c'est qu'on s'est dit, ok, faut qu'on commence à être crédible, faut qu'on puisse pitcher l'idée. Et à l'époque, on a eu, c'était un concours de Google qui s'appelait Black Founder Funds, et on devait postuler. Et on s'est dit, ok, si on postule, il faut qu'on ait au moins un MVP, il faut qu'on ait ça, comment on présente. Et ça a été le début, en fait, parce que les premiers pitch decks, ils étaient moches, quoi. Ça, c'est normal. Et puis, la façon d'exprimer un produit, le besoin, c'était très brouillon. On s'est rendu compte que, on n'a pas été pris. Mais en fait, on s'est dit, ok, faut vraiment qu'on travaille fort là-dessus. Et chacun, nos entités, qu'est-ce que notre valeur ajoutée. Et c'était, je pense, mars. Et du coup, ça nous a vraiment poussé à travailler ensemble. Et de fil en aiguille, on est arrivé mars, avril, mai. Et en mai, on a postulé au Fighters Programme de Station F. Et là, du coup, on a été sélectionné. Ok, d'accord. Et on s'est dit, en fait, je pense qu'on arrive comment à avoir une vraie idée, un truc bien sûr. qui tape fort. Ok, il faut qu'on structure les choses. Et là, on a vraiment structuré la boîte. On a été pris à Station F, du coup, pour le deuxième round. Du coup, on a été incubé à Station F sur 6 mois. Ok, d'accord, trop bien. C'est une super promotion sponsorisée par TikTok. Donc, vraiment beaucoup de moyens, un gros accompagnement Station F, des masterclass. Mais nous, on avait un bureau en commun, tu vois. Ouais, bien sûr. Et c'était des gros éléments fondateurs aussi pour nous. Sur la dynamique de travail vraiment quotidien, quoi. Bien sûr. J'imagine que c'est une première étape. Tu te dis, ok, ça prend encore plus forme quand tu commences à avoir tes propres bureaux. Tu dis, ok, de l'idée où on est parti, on commence à arriver à quelque chose. C'est le début, mais on commence. Clairement. Sachant qu'en plus, on se cherchait vraiment sur le début. Il y avait vraiment cette idée-là qu'on voulait travailler dans le sport, avec les fans, avec les athlètes, introduire notre business model avec les marques, etc. Mais en fait, on n'arrivait pas non plus à avoir de fil conducteur sur comment est-ce qu'on devait structurer cette idée-là et comment dire, et in fine la monétiser réellement. Quelque chose qui marche vraiment, qui est rodé. Ça a pris du temps. Et pendant toute cette phase-là, le Black Ambition Prize, par exemple, on a beaucoup travaillé sur... comment structurer cette idée-là, etc. Mais le fait qu'on n'ait pas été pris, par exemple, ça venait notamment de là. De là, exactement. Mais puis ensuite, c'est quelque chose que, on a avancé dessus, de sorte à ce que, au final, ça structure de mieux en mieux et qu'on soit pris. Donc, et quand vous arrivez à Station F, du coup, vous aviez finalisé un peu le business model. Vous étiez, ok, sur dire, ok, on veut arriver avec tel produit, c'est tel produit que l'on veut développer. Exactement. C'est ça. Mais le plus dur, c'est vraiment de le formaliser, quoi. Et d'avoir une réponse. Parce que la Station F... C'est un problème qu'ont même beaucoup de gens, des fois, quand ils veulent travailler dans un domaine ou même lancer une entreprise, de se dire, ok, j'aime bien ça, mais comment je fais un produit ou un service que je peux aller vendre.
Et c'était ça le plus drôle, c'est qu'en fait, on était équipés en termes d'équipe, mais on ne savait pas par quel bout de la ficelle le prendre. Okay. Et Station F nous a beaucoup appris ça, c'est quel est le pain point? Est-ce que tu réponds à une opportunité de marché? Est-ce que tu réponds à des problèmes utilisateurs? Quels sont les problèmes utilisateurs? Est-ce que tu as fait beaucoup d'interviews? Et si, etc. Et en fait, notre solution à la base, c'était plus à adresser au club, parce que c'était une solution de monétisation qu'on avait trouvée, qui était simple, on ne réinventait pas la roue, on proposait un service, eux, ça les aidait, eux, pour leur relation avec leurs fans, etc. Très bien. Et en fait, on a fait une paire d'interviews avec des clubs, et puis on s'est rendu compte que en fait, les signaux faibles qu'on avait, c'était vraiment faible. Bien sûr. Et donc on se posait la question, on se dit oui, mais il y a peut-être des problématiques culturelles. Et on s'est dit, ouais, mais notre produit, il est vraiment fait pour les US. Et du coup, avec Abdou, on est parti à New York pour une grosse conférence. C'était en mars de l'année dernière. Et du coup, on a parlé avec la NBA, la NFL. On parlait avec des numéros 2 de franchise de Dallas Mavericks, pour ne pas les citer, par exemple. Avec les Spurs, les Warriors. Incroyable. Et en fait, en parlant avec eux, on s'est rendu compte que le pain point était vraiment là. Mais on a juste manqué d'une chose, c'est le time to market, la maturité du marché. Et du coup, on est revenu en France avec beaucoup d'armes, en fait. On s'est dit, OK, on sait que ça plaît, on sait que c'est des vraies problématiques. Maintenant, on va restructurer en fait, la roadmap pour qu'on puisse exécuter, pour qu'on puisse vraiment apporter notre solution au moment opportun. Et ça a pris du temps. Tout ça, en fait, voilà, quand on en parle, on dirait que ça se fait assez rapidement. En 2 mois, 3 mois. On est juste parti à New York et voilà, c'est bon. Mais en fait, non, ça a pris beaucoup de temps. Le délai entre le moment où on s'est rendu compte que c'était difficile avec les clubs et le moment où on est allé leur parler directement aux US, et puis qu'on se rende compte, puisqu'après on va en discuter, qu'on se rende compte que finalement, fallait peut-être changer de direction parce que voilà, c'est peut-être pas la bonne approche, ben ça a pris quelques mois, vraiment ça, 4-5 mois quoi. C'est ça, les pivots, les micro-pivots, c'est pareil. Est-ce que c'est facile parce que moi je trouve ça assez, mine de rien, difficile quand tu as mis déjà de l'énergie dans un projet, tu te dis ok, je vais aller dedans, tu as peut-être mis de l'argent parce que des fois, rien que ce soit du temps, soit que tu as structuré un peu une entreprise, etc. Tu as commencé à pitcher des choses à quelqu'un, tu lui as dit ah tiens, je vais faire ça. Et finalement, tu te rends compte, en fait, c'est pas forcément la bonne cible. Tu dis ah non, finalement, faut plutôt que je fasse ça. Voilà, comment on arrive un peu à se remettre en question, à changer justement, à pivoter quand les signaux de marché, parce qu'en fait, au final, c'est ça la vraie réponse quand on lance une boîte, quand les signaux de marché sont assez faibles, quoi. En fait, c'était le plus dur. C'est de changer de direction, ça a été notre décision la plus compliquée, parce que comme tu le dis, on avait investi beaucoup de temps, on avait beaucoup réfléchi sur ce qu'on voulait faire, ce qu'on apportait au marché. Et en fait, à un moment, il faut être lucide. Quand la boîte, tu sais que ça ne va pas fonctionner en allant voir les clubs directement et en abordant vraiment l'aspect B2B directement avec les clubs, ça ne va pas fonctionner. On peut pas faire la politique de l'autruche et continuer comme ça. Donc, à un moment, il a fallu qu'on pivote. Donc, on a dû réfléchir, prendre un temps en fait, à un moment pour se dire ok, en fait, est-ce qu'on fait vraiment les choses bien, est-ce qu'on part vraiment dans la bonne direction, quelle est notre réelle cible sur laquelle ça peut marcher. Et on s'est rendu compte que finalement, au lieu d'avoir un modèle B2B avec les clubs, on allait switcher vers plutôt directement les fans. Au lieu d'aborder notre marché par les clubs, en fait, on est passé par les fans. Et les signaux là, par contre, ils étaient plus forts. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'aventures assez drôles. C'est que quand on était à Station F, on a eu la chance de travailler avec les Gobelins sur le volet plus numérique, etc. Et un groupe d'étudiants, en fait, ils ont modélisé en fait un des produits qu'on voulait faire. On en reviendra peut-être plus tard, mais on s'est rendu compte, donc c'était plus axé sur le côté fan. Donc on a eu beaucoup de retours d'interviews, d'expériences. On s'est dit, on peut capitaliser là-dessus. Et l'autre volet qui était très intéressant, c'est de te dire, ok, club, non. Par contre, dans le sport, ça aussi les athlètes. Et du coup, on a refait une grosse session d'interview avec beaucoup d'athlètes qui sont joueurs en Bundesliga, en Liga, au handball, au basket, bref, tout le monde. Et on a fait des longues interviews, ultra intéressantes en termes de pain point. Et en fait, on a fait des constats qui sont terribles, en fait, sur ce qu'on appelle l'empowerment, en fait, à savoir à quel point n'importe quel athlète est vraiment autonome, à quel point n'importe quel athlète possède ses données ou ses images, etc. Bien sûr. Et le constat était juste alarmant, il ne possède rien. Et là, effectivement, tu prends le côté fan, on a repris le côté athlète. En fait, et quand tu réfléchis, tu remets tout en face, tu dis, en fait, c'est simple, notre solution, on sait très bien comment on l'a réadaptée. Bien sûr.
Et c'est là où, voilà, ça a été effectivement un des plus durs moments, parce que c'est réinvestir de l'énergie aussi, investir de l'énergie émotionnelle. Et puis après, ce qui est bien, c'est que tu testes la solidité de l'entreprise, quoi. Des co-founders, et tu vois, Fouad qui est à distance, aussi, c'était pas forcément évident, parce que lui, j'ai plus en Suisse, mais vraiment, on est toujours autant soudés, et c'est un régal. Ok, ben c'est beau. Et ouais, voilà, c'est des vraies preuves de confiance aussi. Bien sûr. Bah déjà, être sur un projet ensemble depuis 3 ans et demi, ça montre quand même une certaine solidité. Parce que souvent, ça peut péter au bout d'un an, et tout s'arrête. Hein. À un moment, on a eu une remise en question. Ouais, c'était drôle. Au début. Ah oui, c'est vrai. Suite à la première année, oui. En fait, je pense, tu vois, l'échec au Black Ambition Prize. Ouais. Ça met un coup. Non, c'était Black Founder Funds. Pardon, excuse-moi, c'était le Black Founder Funds. De Google. De Google, exactement, c'est vrai. C'était notre première candidature à un fonds, tu vois. Et on avait eu du mal à vraiment... Bon, c'était au tout début, et du coup, on n'était pas encore structuré, on n'avait pas encore cadré les rôles et périmètres de chacun. Ouais. Et en fait, il n'y avait pas cette synergie entre nous trois. Moi, personnellement, à côté, tu vois, dans mon activité entrepreneuriale, j'avais déjà été CTO d'une autre start-up, sur Marseille d'ailleurs. Quand je suis rentré sur ce poste-là, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un le fondateur, du coup, qui m'a accompagné directement, et ça s'est déroulé de manière assez fluide. La boîte était déjà lancée depuis 2 ans et demi, donc il y avait une différence. Là, je suis arrivé sur un projet avec Antoine et Fouad où on créait tout de zéro. Okay. Donc, j'avais pas de repères sur la manière dont je devais le faire. Je savais globalement vers où on devait aller, mais la synergie entre nous trois, elle n'était pas encore présente. Et en fait, c'est sur ça qu'on s'est beaucoup cherché au début. Et c'est ça, en fait, vraiment, à un moment qui nous a remis en question. On s'est dit, bon, est-ce qu'on veut vraiment travailler ensemble? Est-ce qu'on veut vraiment faire ce projet-là à fond? Qu'est-ce qu'il faut qu'on s'apporte chacun? Voilà. Ouais, on faisait des points de fit toutes les 2 semaines. Ah ouais, d'accord. Pour dynamiser aussi les synergies, etc. Tu vois. Parce que ce qu'on a appris à StatsWeb, c'est vraiment ça. Si tu mets pas de deadline, ton projet ne sortira jamais. Ouais, non, c'est clair. Et tu es sourd sur des politiques de l'autruche, comme on disait tout à l'heure. Tu t'appuies sur des mais tu as vu, bon, on a le temps. Ouais. En fait, le temps, il coule. Bien sûr. Et c'est du temps pour chacun, c'est de l'argent perdu, c'est de l'énergie pour beaucoup. Donc, mettre des points de fit, c'était drôle. On a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. En fait, pendant ce laps de temps, en fait, on a vraiment bien travaillé ensemble. Bien avancé, ouais. Et du coup, on en a plus fait depuis, quoi. Ah ouais, c'est vrai, ok. Ah ouais, c'est clairement. Ouais, bien sûr. De points de fit. Non, on n'a pas fait depuis. Mais la pointe avec lui, il le fait tout le temps. Ouais. On les fait 2 fois par semaine. Ça, c'est autre chose. C'est plus simple maintenant. Mais oui, non, c'est sûr. Mais c'est ça. Mais c'est en gros prendre le temps de se recadrer un peu ensemble, et se dire ok, on remet les choses à plat, et là il faut vraiment que et d'être honnête. On avance. Et d'être honnête, se dire les choses. Je pense que l'avantage c'est ça, c'est on est tous les 3 sportifs, donc on n'est pas, encore une fois, on aime entendre quand le coach dit ça c'est pas bon, ou tes coéquipiers ils ont l'habitude de dire en fait mec tu fais n'importe quoi sur le terrain, et c'est pas genre tu restes dans ta bulle. Quand tu as 4-5 personnes ou 10 personnes dans une équipe de foot qui disent tu fais n'importe quoi, peut-être remettre en question. Donc c'était un peu on est tous ouverts en fait à la critique. Donc d'être hyper honnête en fait, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Bien sûr. Et c'est ce qui s'est passé quoi. Et puis, tu pouvez toujours régler vos problèmes sur le terrain après. Ouais, mais ça, il sait qui perd. Non, c'est pas vrai, on l'a fait et j'ai gagné. Tu vois ça? On vous réglerait ça après. Voilà. Non, mais très bien. Ce que je vous propose, c'est... du coup, on en a beaucoup parlé entre les grandes lignes. Est-ce que vous pouvez me pitcher concrètement, Joulacom, là tout de suite? Avec plaisir. Joulacom, qu'est-ce que c'est? Joulacom, du coup, c'est ce qu'on appelle, nous, le Spotify du sport. Okay. Tout simplement, tu vas sur Spotify pour avoir l'essence de chaque artiste qui est leur musique. En fait, tu vas directement sur Joulacom pour avoir l'essence de la vie des sportifs pros qui sont leurs entraînements, en fait. Ouais. Mais on ne parle pas en club. Beaucoup en fait, d'athlètes s'entraînent en dehors de ça, en dehors du club pour performer, pour avoir meilleures conditions physiques, pour tout ce qui est performance technique, performance physique. En fait, c'est ce qu'on propose tout simplement à n'importe quel fan, c'est venir en fait s'immerger en fait, dans la vie des quotidiens d'un pro. Okay. Au-delà du highlight que tu peux voir sur Instagram, en fait là c'est vraiment, on te propose nous de venir incarner le pro, sa vie pro, via en fait cet entraînement. Donc tu vas sur Joulacom, tu prends le sportif l'idole que tu as ou le sportif que tu viens faire ses entraînements, tu peux venir vraiment te comparer à lui. Et à terme, pour ceux qui sont vraiment assidus ou qui ont vraiment une vraie velléité
de rencontres ou de gagner des petits prix un peu plus particuliers, tu vas pouvoir débloquer tout simplement une récompense, genre un FaceTime, avoir son maillot, ses crampons, de participer potentiellement à une expérience collective, genre un 5 contre 5 et ce sera lui qui va coacher, des choses comme ça. D'accord, ok, Donc, trop bien. On est vraiment le Spotify du sport, une nouvelle façon de raconter les histoires des athlètes, Ok. mais de façon beaucoup plus immersive. Exactement. Ouais. Ok. Donc l'idée, c'est voilà, ça c'est vraiment la vue côté utilisateur. Ouais. Donc c'est les fans de sport. Nous, ce qu'on va faire, c'est mettre en lien le fan et l'athlète, mais on va également créer un autre lien avec les marques qu'on introduit justement dans notre écosystème. Et le lien qui va se créer, c'est le lien entre la marque et l'athlète. Chercher à activer de multiples manières les marques et les athlètes pour qu'in fine, en fait, ça crée un écosystème à 3 avec le fan, la marque et l'athlète. Donc, on va pouvoir retrouver des challenges d'athlètes sportifs sponsorisés par certaines marques. Tu prends des Quick, des Danone, peu importe en fait. Ouais, bien sûr. Oui, ça peut être des sponsors équipementiers aussi. Donc, voilà, l'idée, ça va être de créer un peu ce cercle-là. C'est un cercle vertueux, clairement. Ouais, en fait, les problématiques, elles sont. Tu vois, c'est ça. Tout le travail qu'on a pu mettre en avant, c'est ok, les athlètes, beaucoup dans la vie réelle pensent que les athlètes sont tous très bien payés, etc. Ouais. Certains des sponsors, ça représente quoi, 1% des athlètes ceux qu'on connaît, bien sûr. Et c'est ça. Et encore, ce qui est même surprenant, parce que pas mal d'athlètes qui sont ultra connus, qui jouent à l'Inter ou qui jouent à la Juve, peu importe, et qui n'ont pas forcément de sponsor. Ok. Ça, c'est quelque chose. Mais tu te rends compte que c'est même pas 1% en fait, des athlètes qui sont sponsorisés. Donc, tu veux dire en dehors des sponsors du club, voilà. Les joueurs, donc on peut avoir leur propre sponsor. C'est ça. Et au final, il n'y en a pas tant que ça qui en ont. Exact. Et donc, les sponsors, tu les vois sur des publications commerciales partagées, etc. Ok, mais il y a plus de 200 000 athlètes dans le monde. Et en fait, tu te rends compte que donc, ces athlètes n'ont pas forcément de sponsors. Tous n'en vivent pas, ils en vivent mal de leur sport. Et de l'autre côté, en fait, tu as aussi le volet des marques qui cherchent à raconter des histoires, en fait. Et parce que t'as l'habitude d'avoir les petits bandeaux publicitaires, les petites passages. Ouais, bien sûr. En fait, t'es plus visible. Donc beaucoup de marques mettent des budgets marketing ou ads, en fait, sans être visible. Donc ils ont très peu de retour sur investissement. Ouais. En fait, l'idée, nous, c'est via notre challenge, effectivement, c'est de dire, ok, je suis athlète, voilà, moi je convertis en fait mon challenge, il est disponible pour les fans, mais du coup les marques peuvent venir raconter la même histoire avec moi. Et d'être visible, mais d'avoir une vraie visibilité. Ok, d'accord. Et on peut toucher vraiment des publics niches, et pas forcément sur les plus grands stars qui jouent au Real Madrid ou autre club, quoi. Ouais, bien sûr. Bien sûr, ok. Et ce qui va être intéressant également, c'est que dans cet écosystème-là, on va pouvoir récolter de la donnée, de la data, notamment sur les fans. Tu vois, tu vas avoir les athlètes qui ont une fanbase établie. On va les retrouver sur les réseaux sociaux en majorité. Mais au-delà de ça, cette fanbase, elle n'est pas forcément très qualifiée. Tu vois. Donc nous, ce qu'on va permettre avec notre application, c'est qu'on va qualifier les utilisateurs, les fans de l'athlète. On va vraiment pouvoir dire, ok, ça c'est vraiment vos fans en fait. Ouais, c'est votre communauté. Exactement, c'est votre communauté réelle. Et en fait, à partir de là, on sait qu'on peut mettre en lien l'athlète avec la marque en disant, ok, en fait, tel athlète, il a vraiment cette fanbase-là, nous, on peut envoyer des signaux dans l'application aux fans et du coup, qualifier encore plus cette fanbase-là pour avoir des données sur ses intérêts, etc. C'est ce qui va intéresser les marques et dire, ok, on veut toucher cette communauté, donc ça peut être intéressant de, pourquoi pas, sponsoriser tel challenge qui vise tel athlète pour, in fine, toucher telle communauté. Ok, d'accord, je trouve ça... Non, c'est vraiment, vraiment top. Je trouve il y a plein de... Vous mettez un peu tous les acteurs du coup du sport en relation. Et en plus de ce que j'avais compris, au-delà de ça, il y a aussi un côté, au-delà du côté business, il y a aussi un vrai côté social, dans le sens où vous pouvez un peu donner, j'allais dire, la chance un peu à tout le monde, du coup, c'est exactement ça. De pouvoir interagir avec leurs sportifs préférés ou les sportifs préférés. Ouais, effectivement, ça a double sens. Il y a effectivement les fans, c'est notre histoire aussi. L'histoire de Joue la Com derrière, on en reviendra un peu après sur ça. C'est ok, comment tu peux vraiment redonner à n'importe quelle personne. Et ce volet aussi te dire, ok, nous on est vraiment dans le côté social, de pouvoir vraiment rapprocher les athlètes et les fans. Parce que d'un côté, les athlètes, quand tu leur poses des questions, c'est ok, ta communauté, si demain ton compte il se fait suspendre, qu'est-ce qui te reste? Pas grand chose, zéro. D'un point de vue physique, si tu changes de club, toutes les données que tu as avec ton GPS, etc., qu'est-ce que tu en fais? Je crois qu'il ne me reste pas grand-chose. En fait, ils génèrent des milliards de data points, ils n'en possèdent aucune. Et la problématique, elle est énorme.
C'est qu'encore une fois, c'est eux qui gèrent leur spectacle, c'est eux qui gèrent les données, mais en fait, ils n'en possèdent aucune. Tu te dis, ok, ta tête dans FIFA, combien elle coûte? Combien ça te rapporte? Ah ouais, du coup, même ça, c'est vrai, ils sont pas... Traitement d'image, ouais, il y a beaucoup de choses. Donc là, on est vraiment, nous, pour le côté, ce qu'on appelle l'empowerment, pour redonner vraiment beaucoup aux athlètes, ce qu'ils méritent et leur dû, tout simplement. Avoir leur propre communauté de fans établie sous forme de plus de CRM, parce qu'en fait, c'est des businessmen aussi, ou businesswomen. Et de l'autre côté, de dire, ok, effectivement, tu te rapproches de ta fanbase, les fans, et ça, c'est notre fer de lance aussi sur le côté social, les deux peuvent échanger, c'est magnifique. On rapproche les deux, et si l'opportunité, tu peux te la créer. Bien sûr. Et l'autre côté, les fans, pour dire, c'est aussi un des grands pans de travail de Fouad, c'est de dire, ok, nous, on est vraiment sur le côté échange. Les données que tu vas générer, toi en tant que fan, à toi de les partager ou tu ne les partages pas, à toi de choisir. Okay. On n'est vraiment pas dans le coin pur respect RGPD, aucun souci. Mais aussi pour dire, ok, tes données sont tes données, on n'est pas là pour les vendre, tu les partages si tu veux. Si tu veux te comparer à l'athlète, forcément, il faut peut-être que tu partages un peu, sinon ça va être dur. Bien sûr. Mais tu es en tout en droit de dire, ok, je veux pas le faire, juste je vais faire les challenges et c'est cool, tu vois. Okay. Donc il y a vraiment ce côté vraiment d'innovation sociale, d'innovation de sorte de data aussi. Parce que en fait, chacun y gagne, quoi. On propose des vraies expériences pour les fans, pour avoir le Graal, d'avoir un rencontre, un FaceTime, c'est incroyable. Sûr, ce serait génial. C'est donner l'opportunité aux fans de pouvoir rencontrer leur athlète préféré all-time au final. Bien sûr. Et c'est ça, donc voilà, et ce côté social est magnifique parce que tu te rends compte qu'on parle de passion. Je pense qu'on en a parlé un peu en off, mais t'aimes le sport. Le sport, le foot, donc forcément c'est... Voilà, et ça anime les passions. On connaît Marseille, on connaît la passion qui tourne autour, et c'est magnifique, mais tu vois, tous les murmures que tu entends dans les tribunes, quand on parle de si, mais t'as vu, il fait ça, c'est incroyable, lui il va très très vite. Ok, viens te comparer, viens faire un peu les entraînements, voir ce que tu veux. Bien sûr. Et c'est incroyable. C'est vrai. Et tu vois, encore récemment, on parlait avec les athlètes, ça leur permet aussi de se réhumaniser. Parce qu'en fait, beaucoup sont mis en pâture sur des médias pour une action ou un tir manqué. Derrière, c'est 1000 heures d'entraînement, 10 000 heures d'entraînement. C'est pas évident. Ils savent pas ce que c'est de gérer 80 000 personnes de pression. Ils savent pas ce que c'est de jouer 90 minutes à haute intensité. Mais essaie de faire un tout petit peu son entraînement déjà, et peut-être que tu vas être un peu plus humble par rapport à qui tu vois à la télé. C'est clair. Et des fois, même en dehors de ça, même il suffit qu'une action qu'ils fassent en dehors du terrain, alors ça va amplifier encore plus les résultats. Tu vois. C'est ça. Et donc voilà, c'est vraiment ce côté. On croisait des joueurs NBA la semaine dernière à Cannes, elle disait oui, c'est simple, les gens ne se rendent pas compte de notre vulnérabilité. On est toujours mis en pâture, on est soit des héros, soit des méchants, entre guillemets, mais derrière, en fait, on reste des êtres humains. Alors oui, on est des star systems, ce que tu veux, mais malheureusement, on ne peut pas raconter notre histoire comme on le souhaite. Leur histoire, les 3/4 du temps, c'est de l'entraînement, c'est de la sueur, c'est derrière les caméras, en fait. Ils ne voient pas tout ça. Et le fan, c'est ce qu'il cherche aussi. Nous, on recrée vraiment des expériences authentiques et immersives. C'est aussi simple que ça. Ok. Non, mais je trouve ça... En tout cas, c'est vraiment un très beau projet. Et puis même de pouvoir donner... moi, j'aime bien ce côté de dire, ok, à l'occasion, peut-être que plus tard, encore plus, quand le projet prendra encore plus d'ampleur, dire, à quelqu'un, que ce soit même au Brésil, au Portugal, au Japon, il pourra participer à tout ça, il pourra avoir son facecam ou même d'autres cadeaux avec son sportif préféré. C'est quelque chose, en tant que fan, déjà, nous-mêmes de sport, et pour avoir fait du sport très jeune, déjà en club, en fait, on a toujours eu un athlète où on aimerait bien le rencontrer, on aimerait bien... Quand tu joues au foot, déjà, soit tu as le maillot de ton sportif pro, ou tu montes une équipe, tu dis là, on va être le Real, toi t'es un tel, toi t'es un tel. C'est exactement ça, on incarne tous en fait un personnage, on incarne tous en fait son idole. Et que tu sois petit, tu les vois dans la cour d'école, moi je prends Zidane, moi je prends Ronaldo, je prends CR, ou je prends LeBron James quand je joue au basket. En fait, on incarne tous quelqu'un, mais c'est beau. Et en fait, que tu aies 5 ans ou même 50 ans, tu dis tu fais même la routine, tu te prépares un peu plus, tu as même les mimiques de gestes. Moi, je remercie mon exemple, mon idole c'est Thierry Henry. J'ai toujours essayé de faire son enroulé du droit magnifique, tu vois. Bien sûr. Et puis même dans ton attitude, tu as beaucoup de... Évidemment. Tu vas piquer beaucoup de choses, et c'est ça qui est incroyable, et tu te construis avec ça d'un point de vue sportif. Et c'est ça qu'on essaie de transmettre aussi à travers tout ça. C'est là, au lieu de le regarder et faire ses gestes, incarne vraiment sa vie. Et bon, après, toi, tu voulais incarner qui? CR7, Ronaldo par exemple. Par exemple. CR7, à l'époque, moi quand je jouais, c'était plus arrière-gauche. Donc Marcelo, tu vois. C'était, dès que tu fais un débordement sur côté gauche, tu dis ça y est. Mais c'est exactement ça. Mais en fait, voilà, en gros, l'idée, c'est de te dire que viens jouer la com, tu la joues comme qui tu veux. Ouais, bien sûr. Ok. Et on n'a pas été plus loin pour le nom de la boîte. Très clair. C'est vrai qu'il y a une belle rêve. C'est vrai.
C'est vrai. Et du coup, justement, vous en êtes où là aujourd'hui? Parce que du coup, ça fait, tu m'as dit 3 ans, enfin, vous m'avez dit 3 ans et demi. Du coup, vous êtes parti de l'idée. Il y a 2 ans, vous avez monté la structure de la boîte, vous êtes parti à Station F. Aujourd'hui, un peu, on en est où? Déjà, récemment, Ouais. en juillet dernier, on a été sélectionné par le Black Ambition Prize. Ok. C'est en fait le fonds d'investissement de Pharrell Williams. Ils ont fait une première promotion en Europe. Du coup, on était dans le top 50. Top. Donc, vraiment, Ah, c'est- belle reconnaissance pour nous. C'est génial. Et, parce que c'est que maintenant, on sait pitcher en anglais. Donc Ouais. c'est cool aussi, tu vois. Puis d'avoir Pharrell, c'est quand même un monstre d'exemple. Ouais, Ce oui, qu'il c'est a clair. accompli d'un point de vue musical jusque sur la partie mode, etc. Mais l'influence qu'il a. Donc voilà, c'était plus récemment sur ça. Et d'un point de vue technique, La dernière grosse actu, c'est qu'on a sorti l'application en mai, Ok. début mai. Donc ça a été l'aboutissement, on va dire, de toutes ces années, mois de travail au final, mais dans la version qu'on voulait au final. Ok, d'accord. Donc on a pu la déployer, faire un peu de promotion sur les réseaux, et on prévoit encore de l'améliorer évidemment. Il y a plein de retours qu'on a, donc on récolte les retours des utilisateurs au fur et à mesure. On a combien d'inscrits déjà maintenant? On en a une centaine à peu près. Ok, d'accord. Une centaine d'inscrits sur l'application, alors qu'on n'a pas forcément encore mis beaucoup de budget marketing. C'est déjà très bien. Et puis voilà, donc on récupère les retours. Et là, l'objectif maintenant, c'est d'améliorer et d'intégrer les prochaines grosses features qu'on a dans notre backlog. C'est ça. Ouais, c'est ultra drôle parce que tu parles avec les athlètes et je parlais encore avec eux hier soir, mais même en fait, on peut les citer. Du coup, les 2 premiers athlètes qui étaient dans notre application, c'est Oyer Mandanda et Parfait Mandanda. Ok. Tous les 2 gardiens. Bien sûr. Mais un régal parce que l'un dit j'ai fait l'entraînement de mon frère. C'est cool. Et puis leur neveu dit c'est marrant, j'ai fait l'entraînement de mon oncle et tout. C'était pas évident, mais pourquoi pas. Okay. Donc en fait, je me rends compte déjà sur ce cercle de 13 athlètes, même eux se challenge. Et donc c'est assez drôle entre athlètes. Et pour avoir des retours des vestiaires, c'est mal, c'est quoi, je joue la com, tu fais quoi? C'est pas mal ton truc et tout. Et ils regardent quand même, les athlètes sont intéressés, sont curieux, bien sûr. Et les fans de côté, c'est ça, c'est franchement le produit, il est magique. C'est cool de pouvoir vraiment vivre ça. Et beaucoup de feedback, donc à intégrer. On a aussi discuté avec quelques marques également qui sont super intéressées, notamment quand on était à Station F. On a eu l'opportunité d'en capter pas mal. Et, ils sont venus à nous même. Ouais, ils sont même venus à nous, effectivement. Et l'objectif maintenant, c'est de consolider vraiment cet écosystème qu'on veut créer là et d'intégrer vraiment les 3 acteurs pleinement à l'intérieur. Ok, top. Et j'imagine que dans tout ça, du coup, c'est très souvent le cycle de vie de la startup. Un point sur lequel j'aimerais du coup venir, c'est aussi la partie financement. Quand on est une startup, on a très souvent besoin d'aller chercher des fonds. Parfois, on arrive à rester bootstrap. Mais voilà, dans la plupart des cas, il faut aller chercher des fonds. Je crois comprendre du coup que vous êtes justement dans ce processus-là aujourd'hui. Ouais. Est-ce que du coup, vous voulez en parler un petit peu? Ouais, carrément. Déjà, la plus grande fierté pour nous, c'est d'être bootstrap jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr. Parce que tu vois, mine d'avoir sorti une appli, c'est notre temps en fait, c'est notre sueur. Et d'avoir pu signer des joueurs pros, encore une fois, pure bootstrap, c'est incroyable. Et donc on avait un peu de levée de fonds en BSAR, en Love Money. D'ailleurs, merci à nos investisseurs qui ont cru en nous dès le début. On avait élevé un tout petit peu. C'était vraiment du Love Money. Et donc là, on est plus en levée de fonds en ce moment sur tout ce qui est Business Angel et Family Office, mais d'athlètes pour le coup. Mais on peut le dire, là, on prend 500 000 euros en pré-seed. Donc ça, c'est l'objectif? Ouais, mais du coup, c'est en cours, effectivement. Ok, c'est en cours, top. Pour arriver très très vite, en fait, sur plus une seed aux alentours de 3 millions. Ok. Parce qu'en fait, on a un business model à haut potentiel. Et les family office d'athlètes, ils comprennent très bien les problématiques que nous on adresse pour les athlètes et pour les fans. Et ultra intéressant d'avoir le retour, et c'est pour ça que c'est en train de bien marcher, très très content. Et tu vois, la semaine dernière, on était à Cannes et on parlait avec des family office d'athlètes, mais aux US. Et c'était mind-blowing pour eux, c'était genre, mais c'est incroyable ce que vous faites. Bien sûr. Est-ce qu'on peut juste... Même son de cloche, du coup, pardon. France, aux US, c'est vraiment même son de cloche. Sur les family office, 13 athlètes, on a totale adéquation, et c'est pour ça que, en fait, c'est notre objectif. Nous, on préfère lever avec eux, parce qu'ils comprennent nos problématiques, et parce que les athlètes, ils sont investisseurs et aussi ambassadeurs. Donc, ils savent dans quoi ils investissent, ils savent comment aussi le maximiser. Ils peuvent aussi l'étendard du produit. Donc, c'est des très bons feats pour nous. Ok.
Ok, génial. Et juste pour peut-être rappeler rapidement à ceux qui sont moins familiers avec ces termes, justement, un family office, est-ce que vous pouvez expliquer un peu justement ce que c'est? Et tu l'as dit déjà un peu pourquoi vous allez vers eux plutôt que sur des fonds d'investissement. Ouais, bah, c'est ça. Bah, les family office, vraiment, c'est des fonds d'investissement de joueurs plus en particulier. En fait, c'est plus une gestion d'une fortune, entre guillemets, qui va être allouée pour l'investissement, pour des projets X ou Y, des startups ou de l'immobilier. Et en gros, le family office, ça va être beaucoup plus de proximité en fait, avec les porteurs de projets. Okay. Ça va être un petit peu moins en fait, trié sur les KPI ultra cadrés qu'on connaît dans le milieu. C'est rétention, c'est acquisition, c'est chiffre d'affaires, tout ce qui est revenu mensuel, revenu annuel, etc. En fait, on va un tout petit peu gommer ça pour revenir un peu plus sur le côté humain, sur le potentiel du projet et aussi tout simplement le fit que tu peux avoir avec la personne. Bien sûr. Ok. En gros, ce que c'est qu'une family office. Ok. Versus les fonds d'investissement qui sont... Après, il y a des fonds d'investissement un peu plus orientés, notamment dans ce qu'on fait dans le sport. Dans le sport, ouais. Là, par exemple, on a l'exemple de Origin, de Matuidi. Il y a également des fonds avec certains clubs d'ailleurs. On est en contact avec eux. On n'a pas lâché non plus, même si on s'est réorienté au final vers les fans et les athlètes, on n'a pas non plus perdu le contact avec les clubs, puisqu'on discute pas mal avec eux et il y a quand même des opportunités à avoir avec ces clubs. Par exemple, certains fonds que les clubs mettent à disposition pour des projets innovants. Ouais, okay. On a participé à un moment à un appel pour la FIBA, l'Euroleague. Okay. Pour l'Euroleague, donc l'Euroleague, c'est la ligue européenne de basket, l'équivalent de la Champions League pour le foot. On a participé à un appel à projet avec eux, avec à la clé un cash prize. Oui, bien sûr. Okay. Bon, on a passé les premières sélections, mais on n'a pas été retenu dans les 8 derniers finalistes. Mais bon, ça veut dire qu'il y avait quand même de l'intérêt. Et puis nous, ça nous intéresse d'aller quand même côtoyer ce genre d'initiative et les clubs. Parce qu'au final, les athlètes, certes, on les capte quand ils sont en dehors de leur environnement de club, mais... malgré tout, en fait, ils passent aussi leur vie sportive dans le club, en question. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, comment on fait pour aller convaincre et aller pitcher à des family office qu'on va aller chercher? Parce qu'on le disait justement en début de podcast, mais il y a toujours ce côté de quand on n'a jamais lancé de boîte ou même on n'est jamais rentré dans ce processus de levée de fonds. Au début, ça paraît un peu une montagne. Donc justement pour des gens qui ont déjà un peu commencé à créer, et j'imagine de toute façon que c'était votre situation, c'était peut-être pas forcément familier avec ce milieu-là à la base. Voilà, comment on va faire pour aller chercher tout ça, quoi? Déjà, encore une fois, l'avantage de Station F, c'est qu'on a beaucoup appris. On a eu beaucoup de masterclass. En fait, ça te cadre à savoir qu'est-ce que c'est que lever des fonds. Qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Exactement. Okay. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne se rendait pas compte. C'est en fait d'aller droit au but, c'est en 30 secondes de dire ok, voilà ce qu'on fait, voilà les problèmes, voilà le business, voilà le marché. Ok, notre produit c'est ça, on monétise comme ça, voilà nos projections. Okay. En gros, mais en 30 secondes, vraiment tout ce qui est elevator pitch. Et ça, c'est un premier temps. On l'a appris et maintenant on le maîtrise. Maintenant, on est beaucoup plus légitime d'aller voir. Effectivement, Family Office, Business Angel, très spécialisé sport dans cette thèse-là. Parce qu'en fait, déjà, ils comprennent, encore une fois, ils comprennent notre business model. Et tout simplement, tu vas être pris à la porte. Et tu vois, encore une fois, à Cannes, la semaine dernière, c'était ça, c'est « Bonjour, comment tu vas ? Ah, je vois que tu es sur un fonds d'investissement. Qu'est-ce que vous faites ? C'est quoi votre thèse ?» Et vraiment d'aller au culot, en fait, pour ceux sur les conférences, tu y vas. Et d'autres, les plus classiques, en fait, tu les démarches sur Internet, sur leur site web. Et tu fais un call ou deux. Et après, tu as le côté aussi réseau, effectivement, de réseau d'athlètes. Ah oui, je connais bien lui, vas-y, on peut te mettre en contact avec lui, ou avec tel gestionnaire, etc. Donc, très, très cool. Et aussi, du coup, via notre réseau aussi, du coup, via Clara, du coup, Armand Delille, qui nous accompagne au sein de notre board aussi, en RP, et clairement, voilà, qui, elle aussi, est en contact avec beaucoup de fonds. Ouais, bien sûr. Bref, tout ça, des qualités incroyables. Et elle a vraiment des skills. Elle a un CV qui parle pour elle. Elle a beaucoup accompagné. Elle a accompagné, par exemple, Sora. Ouais. Donc, effectivement, en plus, donc encore une fois, une start-up qui est dans le milieu du sport. Effectivement, donc voilà, ces contacts, elle les a. Donc elle peut nous mettre en contact. C'est vraiment un travail de symbiose qu'on fait tous ensemble. Okay. Tout simplement, on est très légitime maintenant de pouvoir postuler partout, de contacter toutes les family office, BA, athlètes individuels. Maintenant, j'imagine qu'il y a un peu cette
entre guillemets, cette barrière qui est cassée entre la première fois qu'on va contacter, on va parler à un investisseur, et maintenant qu'on a parlé un peu à plein, lorsqu'il faut en contacter un deuxième, un troisième, bon, il n'y a plus de routine. On n'a plus la honte. On s'est prêté un peu à l'exercice. Donc, bon, ça reste toujours plus simple pour Antoine que pour moi. Parce que moi, je suis un peu techos quand même. J'ai un peu ce cliché de moins aller, on va dire, côtoyer ce genre de milieu. Mais malgré tout, en fait, dans ce projet-là, on a été obligés, entre guillemets, de tous se prêter à l'exercice parce qu'en fait, on est tous représentants, tous les trois représentants de Joulacom. Et c'est notre mission à tous les trois de pouvoir pitcher, de pouvoir aller parler aux bons interlocuteurs, de pouvoir chercher les investissements, etc. C'est aussi notre job à tous les trois, même si Antoine il s'en occupe quand même un petit peu plus, bien sûr, au quotidien, mais ça reste un prérequis en fait. Ouais, bien sûr, d'être toi aussi capable justement de pitcher, voilà, bien sûr, aussi bien d'être aussi au courant de tous les défis de la boîte que Antoine, même si toi tu es plus sur la partie tech. Exactement. Ok. Et sur la partie, du coup, justement, ça m'intéresse aussi, sur la partie relations presse, parce que du coup, on en discutait avec Clara. Donc, Clara, c'était le podcast juste avant, que je vous invite à aller voir. Et où elle m'a vraiment montré, tu vois, et on a discuté de l'importance pour les startups d'avoir justement assez rapidement une vraie stratégie de relations presse, parce qu'il y a besoin de visibilité, parce qu'auprès des investisseurs, ça peut faire la différence, justement, d'être présent, d'être visible, d'avoir des articles sur des journaux ou des médias qui sont spécialisés dans le domaine. Donc, justement, vous qui avez commencé à travailler avec elle, comment vous voyez ça ? C'est ce qu'on a en anglais, c'est release. Vraiment, pour nous, c'est un soulagement en fait en termes de poids, parce que effectivement, Abdou est tech, Fouad est très tech. Mine de rien, je suis très tech aussi sur le côté plus biomécanique et sport, et j'ai pris cette part business aussi. Mais ce volet effectivement de relations presse, de visibilité, on savait pas l'aborder, on savait pas comment l'aborder. Du coup, travaille vraiment nous, on était vraiment sur nos valeurs de produits, et vraiment d'apporter nos propositions de valeur aux athlètes, aux fans et aux marques. Et c'était clairement en fait notre mission, déjà d'être carré là-dessus. Mais de fil en aiguille, tu te rends compte qu'effectivement, pour aller lever, il faut être un peu plus visible. Et il faut expliquer aussi ce qu'on fait, et de façon très simple. Donc voilà, quand on a rencontré Clara, c'était, mais oui, en fait, je ne me rendais pas compte, comme tu le dis, sur l'importance de ça. Et révélation autour de ça, ok, ça marche. Comment créer un communiqué de presse, tout ce qui est kit presse aussi, même savoir se définir son rôle. On a l'habitude, en fait, entre nous, mais de sacraliser, de synthétiser en quelques phrases. Bien sûr. Pour l'envoyer, ok, c'est une nouvelle étape. Et c'est drôle aussi, parce que c'est tout nouveau pour nous, mais on se rend compte qu'en fait, on a accompli de grandes choses. Et on a une grosse équipe, on a une 4e personne qui travaille avec nous en freelance, et bientôt vraiment avec nous sur le volet UX design. Voilà, donc on se rend compte du potentiel en fait. Ouais, et rien de plus de... Voilà, en fait, c'est vraiment, tu te rends vraiment compte que c'est des skills qu'on n'avait pas. Et ce dont tu te rends vraiment compte, c'est qu'en fait, on avait l'impression de ne pas avoir la légitimité de parler de notre projet à la presse. Parce qu'en fait, on n'avait pas ces skills, parce qu'on pensait que le projet il était vraiment trop... il n'était pas encore assez mature, etc. Et en fait, on avait plein d'avis biaisés. Et puis quand on a rencontré Clara, elle nous a dit ce serait super intéressant que vous fassiez un article sur tel média, qu'on lance directement. Quand elle nous a proposé de faire un article de presse dès la sortie en fait de là, on s'est dit est-ce que c'est pas un peu trop tôt ? Bien sûr. Mais en fait non, en fait c'est les bons moments. Nous évidemment on fait complètement confiance à son expertise. Mais au final on se rend compte que on va dans la bonne direction et que c'est ça qu'il fallait. Et maintenant on est super content d'avoir vraiment cet aspect-là également dans le projet. Je suis totalement d'accord, et je ne sais pas si vous serez d'accord aussi sur ça, mais en fait, des fois, j'ai l'impression que même quand on peut avoir des caractères qui aiment bouger, faire des choses, changer des choses, des fois, on a aussi besoin de personnes comme Clara qui sont là pour pousser les portes et vraiment dire ok, non, c'est des vrais catalyseurs, quoi, vraiment. Et on a besoin de ça. Clairement. Parce que, comme vous dites, dans la partie, lorsqu'on monte une boîte, moi je l'ai vu sur mon SaaS ou même des fois avec le podcast, il y a ce côté on veut rester dans le produit, faire un peu le meilleur produit, être bien, etc. Et ensuite,
toutes aller sur de la com, aller chercher des choses en plus que de base on ne sait pas vraiment faire. Hein. Si on est accompagné, ça fait une vraie différence, quoi. Clairement. Accompagné par des gens qui ont une réelle expertise et qui ont le réseau sur ça. Ouais, non, mais on était beaucoup basé sur... encore une fois, Station F, grosse expérience, mais on a eu la chance de rencontrer Xavier Niel, fondateur de Station F, qui disait ouais, mais en fait, votre produit, s'il est trop beau, et vous le lancez, ça veut dire que tu l'as lancé trop tard. Ouais. Et on a beaucoup ça en tête, donc beaucoup focus produit. Et à un moment, on s'est dit ouais, mais il est encore un petit peu dégradé, donc faut pas trop qu'on en parle quand même. On va faire des tests, on a fait une version alpha, on a sorti vraiment notre produit. Tu te rends compte que oui, en fait, c'est largement suffisant. Il sera jamais parfait. C'est sûr. Il sera jamais parfait. Et donc si on attend la perfection pour en parler. En plus, j'ai même envie de dire, il sera jamais parfait si c'est que vous qui vous le développez. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, en vrai, pour développer le produit parfait, c'est le proposer aux utilisateurs. Exactement. Ils font leur retour et c'est comme ça qu'on arrive au produit parfait, entre guillemets. Ouais, c'est ça, ça va être beaucoup d'itérations, beaucoup de versions pour arriver finalement à un produit qui correspond pleinement aux attentes. Mais en fait, même à ce moment-là, certainement qu'il y aura de nouveaux besoins, certainement que les acteurs ils vont nous donner de nouvelles idées, on va vouloir intégrer de nouvelles choses, et au final, le produit il évolue toujours. On n'arrive jamais à une version, je pense surtout quand on est nous-mêmes concepteurs de l'application. Alors moi je le dis parce que j'ai les mains dedans dans le code, mais à chaque fois je me dis je peux encore améliorer ça, et puis ça s'arrête jamais. Mais à un moment, il a fallu la sortir, l'application. Non, c'est clair. Moi, je vois avec les podcasts, hein, je peux passer en vrai des fois 3 heures ou 12 heures à modifier des trucs, à faire des détails, des ceci. Donc ça, c'est un processus qui s'arrête jamais. C'est ça. Mais grâce à Clara, c'est non, mais les gars, en fait, faut qu'on en parle là. Faut avancer. C'est bon, votre produit il est sur l'appli. Oui, vous avez des sportifs. Ouais, non, on a parfait. Ok, d'accord. Parlez-en. Ouais, mais c'est pas trop tôt. Mais parlez-en. Ok, ça marche, on te fait confiance. Et effectivement, on est fiers. Effectivement, maintenant, on est légitime de pouvoir en parler. Bien sûr. C'est incroyable quand on voit un peu même. Quand on regarde les stats sur Firebase de notre site Joulacom et sur l'appli, c'est le monde entier qui te regarde en fait. Ok, d'accord. Et c'est ça qui est assez fou. C'est de Hong Kong à Tokyo, en Australie, aux US beaucoup, au Canada, au Brésil. Waouh. Ok, d'accord, trop bien. Tu vois qu'en fait, le reach, il est assez incroyable et clairement, on parle à tout le monde. Ouais, parce que c'est vrai que sur ça, on n'en a pas trop encore parlé, même si donc, vous avez dit que vous êtes quand même parti aux US pour aller pitch et tout ça, et aller évaluer le besoin là-bas. Mais aujourd'hui, on est sur une start-up qui a pour but de s'internationaliser très rapidement. Ouais, complètement. Ouais, clairement. Le sport, c'est universel. On est d'accord. Ça touche toutes les nationalités. On va retrouver des sports un peu plus pratiqués dans certains pays, voilà. Mais nous, on se concentre pas sur... actuellement, on n'est que sur du foot parce que nos athlètes, justement, sont... Et bientôt basket. Sont dans le foot. Mais l'objectif, c'est d'une part de s'internationaliser, de s'étendre géographiquement, mais on veut aussi s'étendre dans le sport. Okay. On veut toucher le plus de fans possible, que ce soit dans le foot, dans le basket, mais on pense aussi au tennis. Moi, je fais du judo, là, maintenant. Mais pourquoi pas sport magnifique, hein, incroyable, mais pratiquer aussi. Mais exactement, et je pense que ce serait super intéressant pour un fan de se mettre dans la peau des meilleurs judokas en fait. Moi je veux voir les entraînements de Gaba. Hein. Mais ça doit... Tu veux voir ou tu veux les faire? Je pense qu'ils sont vraiment durs. Et les faire. Ils sont vraiment durs. Parce que quand je vois ce qu'il fait sur le tatami. Et les entraînements de judoka ils sont vraiment difficiles. Ouais. Mais oui voilà, donc c'est notre objectif. Et voilà, et on essaie de toucher le plus de continents possible. Les US, après voilà, les US c'est un peu particulier parce que c'est une zone géographique où le sport est pratiqué, sport professionnel j'entends, est pratiqué d'une manière différente que dans le reste du monde. Là-bas c'est vraiment du divertissement, c'est du spectacle. Et donc là on va certainement avoir une autre approche que dans les zones européennes ou asiatiques, puisque les marques elles sont beaucoup plus comment dire, elles sont enclins en fait. Exactement. Elles sont beaucoup plus enclins à vouloir travailler avec des projets comme les nôtres qui sont beaucoup dans le divertissement et dans l'immersion. Ok, d'accord. Ouais, c'est sûr, de toute façon, dans tous les cas, t'es toujours obligé de t'adapter aux différentes cultures et aux utilisations un peu culturelles de chaque région, des fois de chaque pays. J'imagine en plus que
même aux US, pour faire de toute façon du B2B, il y a cette partie prise de risque peut-être qui est aussi un peu plus importante, qui des fois c'est peut-être un peu facile, je sais pas, hein, c'est ce que je crois comprendre. Il y a de ça et aussi la façon de le raconter. Parce que tu vois, nous on a eu l'expérience, encore une fois, sur le dernier jour à New York, c'était assez incroyable parce qu'on était à Times Square et en fait on a été invité à pitcher notre produit. Du coup, à l'ancien avocat de Dwayne Wade. Dwayne Wade, c'est une légende NBA. Ouais. Et en fait, venez dans tel étage et tout. On arrive au 3e, 4e étage. Bon, il n'y a pas de salle de réunion. Entre 2 salles de réunion, vas-y, pitcher. Oh, wow. Okay. Et là, c'est changer d'attitude, mettre beaucoup plus d'émotion, d'énergie. Parce tout que à fait. On en parle, le français, c'est très linéaire. Okay, c'est vrai. Pas de souci. Et tu parles, tu mets tes mots. Mais là, c'est pitcher en anglais, mettre l'émotion. Parce que tu vends un produit, mais de façon ultime marketing. Parce que là-bas, c'est pas les mêmes codes. Donc, tu vois, quand tu t'adaptes à la culture, c'est t'adapter à la culture pour vendre ton produit et donner beaucoup d'exemples. Pour mettre un petit peu de showtime, c'est un peu ça aussi. Il y a beaucoup de storytelling. Ouais, bien sûr. Ouais. Et c'est ça qui est incroyable. On s'est beaucoup inspiré de ça parce que on raconte des nouvelles histoires. Ouais. Mais fais-moi rêver autour de ça. Et c'est exactement ce que pour le coup, les USA nous a appris, qu'on retranspose aussi maintenant. Ouais. Et ça permet d'avoir un beau fil conducteur entre les fans, la passion et les athlètes. Et c'est la même dans le monde. Sauf qu'on cherche vraiment à la raconter de la façon la plus juste. D'accord, ok. Je trouve ça top. Et en termes de point aussi qui m'intéresse, c'est la partie sur le cofondateur, parce qu'on a un peu parlé au début. Mais voilà, comment en termes de... Comment vous réorganisez, enfin vous travaillez ensemble en fait entre tous les trois, parce que moi ce qui m'a marqué du coup, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, c'est que je trouvais que même toi, tu vois, pour quelqu'un qui est tech, c'est pas je trouvais pas en tout cas dans le cliché du tech qui est que sur le produit, mais qui va être quand même très impliqué dans la stratégie de développement. Donc, et puis surtout, moi je vois la différence pour avoir lancé des projets solo. C'est vrai que je me dis des fois, ça aurait été cool d'avoir une personne avec qui bosser, avec qui se challenger parfois. J'ai l'impression que c'est plus une force que des galères. En fait, ça a été, je parle pour moi, mais ça a été un point de travail important. Moi, aujourd'hui, la manière dont je travaille avec Antoine, c'est la manière dont j'ai voulu travailler. Donc c'était un peu mon objectif. Mais avant ça, les débuts de Joulacom, par exemple, quand on disait à un moment qu'on s'était remis en question, pas mal, en fait, ça vient notamment de cet aspect-là, c'est que j'étais beaucoup dans ma bulle, la bulle tech, tu vois. Et malgré tout, en fait, si chacun on est fermé sur ce qu'on fait en silo, tu peux pas vraiment travailler, tu peux pas vraiment... le projet, il peut pas avancer correctement. Et ça a été un aspect auquel j'ai parlé avec Antoine très rapidement. Je lui ai dit, en fait, moi, ce serait cool qu'on se délimite nos périmètres. Moi, je sais que je suis dans la tech. Et toi, je sais que toi, tu vas travailler sur tout l'aspect business, etc. Et que c'est toi qui vas être au front. Mais malgré tout, il faut quand même qu'on ait ce lien. Et moi, j'ai envie de t'aider. J'ai envie de faire partie de ce que tu fais. Et Antoine, il m'a dit exactement la même chose. Il m'a dit, moi, j'ai besoin d'avoir de tes retours. J'ai besoin si tu me parles avec le langage tech, c'est pas très grave parce que ça me donnera de la connaissance, ça me donnera de la vision sur ce qu'on fait. Et voilà, on a beaucoup parlé, c'est beaucoup où on discute réellement en profondeur de ce qu'on veut faire. Avec Foued, c'était exactement la même chose. Et aujourd'hui, en fait, chaque fois qu'il y a une nouveauté, en fait, on se fait des points quotidiennement, par semaine, 2-3 fois par semaine. On s'appelle en off, même quand c'est pas des réunions, on s'appelle en off. Et puis, on discute, j'ai rencontré telle personne, il m'a parlé de ça, en termes business, on a telle opportunité, etc. Et tout. Les décisions, on les prend à 3. C'est plus vraiment centralisé, tu vois, sur une personne, on les prend à 3. Et aujourd'hui, ça fonctionne super bien. Ouais, grave. Ouais, c'est ça, c'est normal, c'est l'inertie qui fait qu'on prend chacun de nos parts. Et tu vois, au début, c'était OK, qu'est-ce que tu aimerais faire dans ta vie? C'était une boîte, qu'est-ce que tu aimerais intégrer, tu vois. Ouais, bien sûr. Et Abdou, c'est je kifferais être plus côté business. Du coup, c'est pour ça qu'on est parti faire des conférences ensemble à l'autre bout du monde aussi, tu vois. Mais pour qui, c'est un honneur, mine de rien, d'être face, encore une fois. On est fan de basket aussi. Et lui, il est fan des Warriors. On a parlé avec le directeur entertainment des Warriors. Bien sûr. C'est quoi le Graal pour lui de plus, tu vois. C'est incroyable. OK, donc c'est ça le milieu. OK, c'est cool. Mais du coup,
Bon, on a chacun fait des immersions en fait dans nos rôles. Faut être sur le côté plus vraiment data et monétisation, Abdou pour la partie tech et moi du coup sur le côté sport, réseau, biomécanique, tu vois. C'est un peu tout ça. Et il y a eu des moments assez drôles parce que j'avais une vision, je savais pas l'exprimer et je voulais l'exprimer de la meilleure façon. Et ce qui fait que je me suis mis à designer sur Adobe XD ou sur Figma, tu vois. Ouais. Et j'aurais fait des maquettes pour dire en fait voilà en quoi ça ressemble ma solution, tu vois. Et ça a été drôle parce que moi, ça me permet aussi de faire des maquettes et de pouvoir pitcher aussi aux gens pour leur parler de la boîte, etc. Et en fait, eux, ça leur donnait une vision pour se dire « Ah, ok, d'accord, je comprends mieux ton produit. En fait, techniquement, ça va être possible. » C'est ça. Mais du coup, voilà, moi, ça a été mon immersion dans leur domaine et vice-versa. Donc, c'était ultra drôle. Et voilà, maintenant, ça nous permet de... C'est un peu notre mécanique. Moi, quand j'ai une idée, je peux vite la sketcher et leur dire voilà, en gros, à quoi ça ressemble. Bien sûr. Mais on n'est que la première étape. Qu'est-ce que vous en pensez? Et tiens, ça, c'est une étude. Enfin, voilà, vraiment, c'est notre processus d'itération aussi sur ça. Mais le plus dur, c'est de pas non plus s'emballer sur un côté un peu genre féerique, genre ah ouais, c'est magnifique, on va faire ça. Non, techniquement. Bien sûr. Eux, ils sont là pour dire en fait, non, ça, c'est. Voilà comment on va le structurer. Et là, une des plus grandes qualités qu'Abdou, moi, que j'adore, c'est ce côté. Il est techos, mais il est ultra business. Mais il veut pas le mettre en avant, mais il est très rationnel sur ça. Et Fouad, c'est pareil. En fait, c'est quoi la finalité de ça? Ouais, et pourquoi? Et ça permet de chacun, en fait, on a vraiment la tête sur les épaules pour ça. Donc oui, tu vois, je partais solo founder à la base, il me donnait des coups de main. Mais pour un au monde, je reprendrais mon rôle solo, en fait. Parce que c'est un kiff de pouvoir rigoler ensemble, de pouvoir... ça reste la famille, quoi. Mais c'est ce que j'ai senti en fait, où vraiment vous êtes tous impliqués, enfin du moins tous les deux, j'ai pas eu encore l'occasion de discuter avec Fouad, mais voilà, vous êtes impliqués à tous les niveaux, en fait, voilà, j'ai vraiment l'impression de la boîte. J'imagine que pour justement les family office, les investisseurs que vous allez voir, ça doit avoir un côté rassurant de voir quand même 3 cofondateurs qui sont capables de toucher à tous les niveaux et en même temps sont solides dans leur domaine d'expertise. Ouais, complètement. Initialement, on était parti sur un fonctionnement où c'était Antoine qui allait solo voir, c'était au tout début. Mais aujourd'hui, sur les rendez-vous importants, on essaie vraiment d'être présents tous les 3, rien que pour pouvoir montrer notre énergie, en fait, montrer qui on est. Et ça, je pense, c'est apprécié. Ouais, et puis que c'est pas décousu. En fait, on a eu l'expérience à Station F de faire des masterclass sur comment pitcher. Et en fait, on était très silotés. Genre, moi, je parlais vision business, lui parlait vision tech, lui parlait vision data. Ils nous ont dit, mais en fait, vous êtes ensemble, vous vous connaissez depuis 5 minutes ou on sent pas le lien entre vous, en fait. Et c'est pareil, bel apprentissage. Et c'est ça qui est tout marrant aussi maintenant. C'est chacun, pareil, dans l'expertise, chacun connaît la vision, en fait, on n'arrive plus à... Maintenant, on parle en fait de milieu-office pour dire, voilà, nous, on est qui on est. On a quand même 3 ans de la boîte, la boîte a ouvert il y a 2 ans, pardon. Donc on n'est pas récent de 6 mois, donc on est stable aussi. On sait ce que c'est aussi de la côté administratif et fiscal et tech. Bien sûr. On est vraiment des chefs d'entreprise. Non, tout à fait. Et voilà, donc ça rassure. C'est vrai, vous n'arrivez pas juste, tiens, j'ai une idée, je vais faire ça. Non, ça fait 3 ans qu'on bosse, il y a de l'expérience derrière, on a fait des choses. C'est ça. Donc, même si le produit est arrivé que récemment, au final... Derrière, il y a pas mal de choses qui ont été construites. Moi, je sais que chaque fois qu'on doit aller présenter quelque chose, du coup, on va en discuter entre nous en amont pour se préparer. Je vais souvent avoir ce rôle d'avocat du diable c'est vrai. sur chaque point, du coup, pour dire à Antoine, quand il va nous expliquer certains points, il va nous dire oui, ok, ce serait cool de parler de ça, ce serait cool de faire ça, même de cette idée-là, etc. Je vais dire... Est-ce que tu es sûr que ça va vraiment marcher si tu vas vraiment dans ce sens-là, etc. Et puis, ça nous permet de creuser, etc. Et puis, c'est comme ça qu'on aime bien se challenger, se préparer. C'est beaucoup de ça aussi. Ouais, et puis on parle pas beaucoup de la tech, mais la technologie évolue vénère, très très vite. Et il y a toujours de la phase de projection pour dire, ok, on reste opportuniste sur certaines technologies. Et tu vois, Fouad, il est plein dedans aussi. Mais ok, comment on l'intègre? Et sur notre histoire, sur notre produit, sans non plus changer notre proposition de valeur. Techniquement, comment on s'adapte? Est-ce que tous les coûts que ça engendre aussi? Bien sûr. Et c'est pour ça que c'est vraiment, encore une fois, c'est très vertueux ce cercle entre nous d'être chacun l'avocat du diable pour l'un pour l'autre. Ok. Et à la fin, les décisions, en fait, elles prennent naturellement parce qu'on se rend compte,
pareil, c'est une grande capacité d'écoute qu'on a. Parce que si tu n'écoutes pas, ça marche pas. Mais c'est ça, c'est que naturellement, les décisions, en fait, elles se prennent de façon très naturelle, parce que on pèse tous le pour et le contre, on se rend compte où la bonne solution, c'est ça. Exactement. Et puis on l'appuie aussi, on n'en parle pas trop, mais on appuie beaucoup sur un suivi, sur tout ce qu'on appelle tout ce qui est OKR, tout ce qui est Objectif Key Result, où c'est cadré pour tout le monde trimestriellement sur l'année. Donc en fait, on sait nos temps de passage et on s'appuie, nos décisions qu'on prend s'appuient aussi sur ça. Pour dire, ok, est-ce qu'on était bon, pas bon, qu'est-ce qui a pêché, pourquoi. Et peut-être que cette idée-là, peut-être que ça manquait de définition sur les chiffres, peut-être que ça manquait beaucoup de choses où on ne parle pas forcément, mais la structuration, la gestion de notre projet, mais elle ne se fait pas que sur du feeling aussi. C'est intéressant, ça. À quel moment vous l'avez mis en place? Parce que c'est comme une grosse... je trouve que c'est un élément assez structurant dans la vie d'une start-up et d'un entrepreneur en général, de passer de voilà, je fais mes trucs un peu dans mon coin, clairement en mode freestyle, ok, là j'ai beaucoup de choses à structurer, et si j'ai pas cette structure en place, clairement j'avancerai 10 fois moins vite. On l'a vraiment mis en place avec Station F, quand on était incubé du coup dans le programme Fighters. Et pareil, en fait, on a suivi des masterclass avec les SEC. C'était moi je pourrais peut-être HEC, je crois. Mais du coup, on a suivi pas mal de masterclass où justement en fait, c'était les bases. C'était vraiment les bases. On nous a dit, vous pouvez pas aller à l'aveugle quand vous créez un projet, avancer à l'aveugle sans avoir de suivi, de métriques, etc. Et donc, il a fallu vraiment cadrer. Et c'est là qu'on s'est vraiment dit, ok, on doit mettre en place des objectifs, on doit mettre en place des résultats, des KPI également, pour qu'on puisse assurer un suivi... un suivi tout simplement, que ce soit un suivi macro, tu vois, trimestriel, ou même micro, tu vois, sur nos avancées sur le projet. Et c'est ça, c'était un moment un peu avant les JO, en fait, où on a commencé à se structurer d'un point de vue spec, parce qu'on avait des idées, d'un point de vue spec technique, qu'est-ce que ça sous-entend, et ça alimente quelle vision, ça alimente quoi dans notre boîte en termes de croissance. Et du coup, c'est là on a commencé à vraiment avoir ce maillage entre, ok, moi je vais vraiment entrer le côté business, produit, athlète, etc., avec l'expérience de notre produit qu'on développe, mais pourquoi on développe ça en priorité, deuxièmement, troisièmement, et du coup, ils m'envoient les business que moi j'alimente chaque mois, eux, d'un point de vue technique, ça alimente leur sprint, etc. Ça sous-tend, voilà, c'est vraiment un maillage qui s'est construit au fur et à mesure, tu vois. À la base, on avait juste un outil, on avait Notion, et ça a fini par avoir Notion, puis avoir le Google Sheets en plus, puis avoir avec Trello, puis avec Linear, enfin du coup maintenant on a 4 outils, mais tous sont connectés entre eux en fait. Bien sûr. Et du coup, c'est bien parce que je trouve j'ai l'impression que Station F, ça a été quand même un gros catalyseur pour ça. Mais je vais me positionner de la part justement de startups, que ce soit des solo founders ou des cofondateurs, qui peut-être n'ont pas rejoint d'incubateur. Est-ce que du coup vous auriez des conseils peut-être pour ces gens qui n'ont pas encore tous ces codes-là, ces codes que des fois dont on a accès seulement dans des incubateurs ou des fois des écoles spécialisées. Comment on peut essayer d'aller les chercher quand initialement on les a pas? Il y a plein d'outils en fait. Déjà Station F, ils font un truc. Moi j'avais fait ça pour ça. J'avais commencé à avoir cet outil, on l'avait mis en place pour le Google Black Founder Funds. En fait, ça s'appelle Launch by Station F. En gros, tu payes 10 € par mois et c'est un micro-incubateur. En gros, il t'accompagne à créer ton business plan. Il te challenge sur des questions. Et c'est en ligne, tu vois. Et pour le coup, tout le monde peut le faire. D'accord. Et tu as accès en fait, à une communauté d'entrepreneurs avec qui tu peux échanger. C'est cool. Donc ça nous a challengé dès le début pour dire il faut quand même qu'on mette des mots dessus, il faut qu'on mette des chiffres. On l'a fait, de fil en aiguille. Soit Station F, ça a marché, mais on était déjà préparé. Parce qu'on avait déjà fait cet exercice-là. Et là, pour le coup, c'est accessible pour tout le monde. L'autre, le plus important, c'est la communauté d'entrepreneurs. Parce que au début, tu es solo, et si tu vas pas chercher de la réponse à droite à gauche, si tu restes dans ton délire, c'est pas bon. Donc, communauté d'entrepreneurs, parler avec beaucoup de gens, et ça te donne de l'énergie. Ça permet de te voir que t'es pas dans... T'as des biais de compréhension, t'as des biais de confirmation particuliers, donc il faut les casser aussi. Et pour ça, c'est... Encore une fois, un truc très très simple. Solo founder ou que t'es plusieurs, c'est toujours avoir, est-ce qu'on répond à une problématique marché ? Oui ou non ? C'est quoi ? Et connaître ton pitch pour dire, ça c'est la problématique, ça c'est notre solution. Et le savoir sur le bout des doigts. Ouais, bien sûr. Avoir une vision, vraiment. C'est établir ses objectifs. Limite avoir, même si tu vois, pas forcément de traction, puisque quand tu commences,
bon voilà, t'as pas forcément encore Bien sûr. d'application, t'es en cours de développement, etc. Mais tu sais où tu veux aller. Et ça, c'est important et c'est très, très bien vu quand tu veux intégrer du coup un programme. Ok. Ouais, et puis pas hésiter à faire plein de conférences. Franchement, Ouais. c'est un gain de temps et de... En gros, c'est entre guillemets se bouger, pas rester dans sa bulle, quoi. C'est ça, ouais. exactement. Ouais. Clairement, Mm. ça c'est Jordan qui disait, tu loupes 100% des tirs que tu prends pas. Ouais. C'est exactement Ouais. la même chose. Ouais, C'est Jordan ou c'est Kobe? Non, c'est Jordan. Ah, c'est Michael, ouais. Ok. Je ferai Et un, Kobe l'a repris. Ouais, je vois. je ferai un petit check, si vous voulez, je mettrai à la fin sur le... Mais tu vois, l'idée elle est là. Ok. Et puis Bien parle sûr. de ton produit, n'aie pas peur. Et puis collecte pas mal d'infos sur ce que c'est pertinent, pas pertinent. Et si tu veux grossir ou grandir, entoure-toi. Et si tu veux rester solo founder, bon, ça c'est propre à toi. Mais Ouais, bien sûr. Ça te permet aussi d'avoir des retours, tu vois. C'est quelque chose qu'on a beaucoup vu. Mm. Et du coup, que ce soit avant qu'on intègre le programme Fighters, mais même après, puisque c'est nous qui étions dans cette position-là, mais on avait plein de personnes avec qui discuter, des solo founders, des cofondateurs, qui nous disaient, ok, ben votre projet, il serait bien, pas forcément la manière dont on devait amener notre projet, etc., mais plutôt, est-ce que vous avez vraiment, comment dire, est-ce que vous avez vraiment réfléchi à toute votre vision? Est-ce que vous avez vraiment établi votre Ouais. business model comme il faut? Est-ce que vous avez établi formalisé vos métriques? Ce genre de choses, tu vois. Et ensuite, quand tu regardes un peu plus dans le détail, ben, eux, ils peuvent aussi te donner des retours, Ouais. etc. Et ça, si tu es tout seul, ben, tu peux pas l'avoir. Non, c'est clair. Moi, je pense que de toute façon, ce sera le mot de la fin, hein, c'est de dire, bah voilà, il faut s'entourer. De toute façon, si on veut avancer, il faut s'entourer. Et même en tant que solo founder, il y a le moyen d'aller chercher de la communauté et s'entourer d'une communauté d'entrepreneurs pour avancer. On arrive à la fin du podcast. Est-ce qu'il y a peut-être un dernier mot que vous souhaiteriez ajouter ou pas forcément, comme vous voulez? tout est dit. Tout est dit. On est vraiment là. Quoi. Enfin, oui, pour reprendre aussi notre histoire, on est là pour, toi tu l'as dit sur la partie solo founder, on est là pour, mine de rien, notre mission, c'était de pouvoir proposer n'importe quelle personne de créer son opportunité. Ouais. Et on est là, vraiment là pour casser en fait autant de distance entre tout le monde. Ok. On est là pour raconter des belles histoires et pouvoir incarner qui tu veux. Ouais. Donc, joue là comme qui tu veux dans ta vie. Et c'est un peu mon mot, c'est ose, clairement oser. Et juste, tout simplement. Et on prépare plein de nouvelles choses sur l'app. Donc on est en discussion avec plein d'athlètes encore. D'accord. Les marques, voilà, qu'on a dit, qui sont pas mal intéressées. Et puis même pour les fans, on va essayer d'intégrer de nouvelles fonctionnalités pour que au-delà de seulement leur donner l'opportunité de rencontrer leur athlète ou d'avoir des collecteurs de leur Bien athlète, sûr. permettre à ce qu'eux-mêmes racontent leur propre histoire dans l'application. Donc Ok. on essaie de pousser dans ce sens-là Bah, et ça va arriver trop bien. prochainement. Trop bien, trop bien. Si vous voulez qu'on mette un lien pour que les gens aillent sur l'appli, Oui, sur carrément. YouTube, bah, carrément. Je vous mettrai le lien, l'appli, et de toute façon, elle est disponible aujourd'hui, donc je vous inviterai à y aller. Donc, écoutez, merci en tout cas de m'avoir Merci, rejoint Cyril. sur le plateau. C'était Merci vraiment beaucoup. une super discussion. J'ai beaucoup aimé, personnellement. Merci. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir les anciens épisodes, et notamment celui avec Clara. Et je vous dis à très bientôt.